C'est bon? On est bon. Bonjour à tout le monde, bonsoir. Bonsoir Diane, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour ce troisième webinaire Homo erectus. Aujourd'hui, le thème, c'est le bilan de sa sexualité, faire le bilan de sa sexualité et aussi apprendre à prendre un nouveau départ. Donc du coup, là, on est sur les résolutions de fin d'année, c'est ça? Ouais, les résolutions sexuelles de fin d'année. Les résolutions sexuelles de fin d'année. Désolée en tout cas pour le petit retard et pour le petit demandeur. Jamais la faute d'une seule personne, tu sais, dans un couple, c'est toujours au moins deux personnes. Là, c'est clairement moi. En tout cas, donc pour rappel, ceci est notre troisième webinaire. Nous, c'est Charles.co. Donc Charles.co, c'est une plateforme de téléconsultation. C'est la première plateforme de téléconsultation en santé sexuelle qui vous permet d'avoir des consultations pour troubles sexuels et notamment pour les troubles sexuels masculins. Et donc, du coup, vous pouvez retrouver notamment le docteur Gilbert Boujaoudé, ici présent ce soir avec nous, en consultation sur la plateforme, entre autres médecins sexologues de très bonne qualité. Et plein d'autres collègues, tous des médecins diplômés en France en sexologie. Et de nombreux noms, si vous allez voir, vous diront quelque chose parce qu'il y a beaucoup d'autres experts de renommée sur la plateforme. Absolument. En tout cas, voilà, donc Gilbert est ici avec nous, moi c'est Diane et je vais me charger d'animer ce webinaire avec vous. Donc du coup, comme la dernière fois, ça va durer 1h30, donc ça va durer jusqu'à 21h30. Nous avons reçu de nombreuses questions en amont. On a encore une fois essayé de faire une synthèse pour pouvoir traiter un maximum de questions en un minimum de temps. Dans tous les cas, ce type de webinaire va se répéter dans le temps, donc ne vous inquiétez pas. Et n'hésitez pas aussi à nous envoyer des questions si vous en avez sur Instagram, donc sur charles.co. Vous avez aussi d'autres ressources comme le blog. Vous pouvez, il y a des tas d'articles sur plein de sujets différents, donc vous pouvez aussi vous renseigner là-dessus. On a aussi une chaîne YouTube, charles.co, donc toujours le même nom, où vous avez aussi beaucoup de contenu. On vous a préparé plein de vidéos. Et si jamais on ne répond pas à certaines de vos questions, n'hésitez pas à vous rendre là-dessus ou à nous poser des questions. Voilà. Et pour aussi dire, parce que la dernière fois, c'était pas 100% clair, ici, on ne fait pas des consultations en live. Donc, du coup, on ne répond pas aux questions qui sont trop personnelles, par exemple, sur des traitements ou sur des situations vraiment très spécifiques, parce qu'on ne pourrait pas être complètement juste dans nos réponses. Donc, du coup, on va commencer. Gilbert, est-ce que tu es prêt? Oui. J'étais en train de noter des petites choses. Tu m'as fait penser des choses à pas oublier de dire. Déjà, j'ai une question, Gilbert, mais je vais y répondre pour toi. C'est une question, est-ce que le webinaire va être sur YouTube après? Donc, oui. Si vous êtes inscrits sur la plateforme, sur ce webinaire-là, ils vont recevoir déjà un replay d'ici ce soir ou demain. Donc, vous allez pouvoir le voir directement. Et ensuite, nous, on prend le contenu du webinaire, on va le découper en plein de petites parties et on le poste. Et ça s'appelle les Happy Sex. Donc, il y en a déjà des tas qui sont en ligne, donc n'hésitez pas, vous pouvez aller voir. Donc, on va commencer. Gilbert, première question. Oui. Quels sont les points à retenir pour faire un bilan de sa sexualité? C'est la fin d'année. Oui. En plus, ça a été un peu compliqué. On aimerait savoir. C'est vrai que quand on dit on va faire le point sur la sexualité, c'est quelque chose qui est rarement fait. D'ailleurs, ça me fait penser à une étude qui a été récemment faite dans plusieurs pays européens où on a regardé ce qui se passe quand, au cours d'une consultation chez un médecin, sage-femme, infirmière, psychologue, si au cours de la consultation, le professionnel de santé posait la question « Et concernant votre sexualité, comment ça va ?» pour une consultation où les gens étaient venus pour toute autre chose. Et donc, on a regardé la réaction des personnes qui étaient interrogées. Et ce qui était intéressant, c'était de se rendre compte que finalement, la grande majorité n'était pas gênée par la question.
on penserait que c'est quelque chose qui poserait problème. Mais venant de la part de professionnels de santé, c'est quelque chose qui était plutôt bien accueilli. Il y avait très peu, à peine 10-15% qui disaient cette question m'a perturbé, m'a gêné. Et ensuite, ce qui était très intéressant, c'est que les personnes qui avaient des difficultés sexuelles ne profitaient pas forcément de l'occasion pour en parler, comme s'il y avait encore un temps pour oser en parler. D'ailleurs, l'idée de la plateforme venait de là, de cette difficulté à oser en parler. Et tout ça pour venir, en fait, que les autres qui disaient ne pas avoir de difficultés sexuelles ou avoir des petites difficultés, quand on leur disait, et alors, point de vue sexualité, quel bilan vous ferez? Eh ben, c'est pas si simple à répondre. Et il disait, ben, je ne sais pas quoi dire, en fait, bon, ça va, mais on ne sait pas trop quoi répondre. Alors, je vais vous donner les pistes quand on fait le point sur notre sexualité, les 2-3 points auxquels on peut réfléchir pour se dire, est-ce que j'ai quelque chose à revoir ou pas? La première chose, et peut-être l'essentiel à se poser, c'est quand je réfléchis à ma sexualité de ces derniers mois, de ces dernières semaines, peut-être de toute l'année, est-ce que je dirais que globalement, je suis satisfait, satisfaite, moyennement satisfait, satisfaite, pas vraiment satisfait, satisfaite ou complètement insatisfait, insatisfaite. Pourquoi ça? Parce que la notion de satisfaction est le critère principal pour savoir si on a une vie sexuelle épanouie ou pas. On peut très bien avoir une dizaine de rapports sexuels par jour, jouir 40 000 fois par semaine et ne pas être épanoui sexuellement. Donc la fréquence des relations sexuelles, l'intensité du désir, du plaisir n'est pas suffisant. Ce ne sont pas des critères suffisants pour dire est-ce que j'ai une difficulté ou pas. Donc première chose à se dire, c'est est-ce que il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas complètement satisfait ou satisfaite? Et dans ce cas-là, de réfléchir sur si je ne le suis pas complètement, quel est ce point qui me dérange ou quels sont les points qui me dérangent. Donc ça, c'est la première chose quand on fait le bilan, c'est la satisfaction de façon très globale. Deuxième chose qu'on rajoute, c'est est-ce qu'il y a quelque chose, non pas que j'aimerais modifier, parce que ça, on se l'est posé la question dans la satisfaction, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais modifier à ma sexualité, que ça soit quelque chose qui me pose problème ou non? Est-ce que j'aimerais faire l'amour de façon différente de ce que je fais? Est-ce que j'aimerais avoir un désir qui est différent? Est-ce que j'aimerais améliorer quelque chose dans la façon dont ça se passe dans ma relation, dans mon couple? Même si on n'est pas en train de parler de problèmes, ce sont des petites choses qui font que on ne laisse jamais la sexualité rentrer dans une sorte de routine continue, parce qu'on sait que ça, c'est le truc qui peut tuer la sexualité et le plaisir dans les relations de couple. C'est plutôt, voilà, ok, je suis satisfait, pas satisfait, j'ai réfléchi à ce qui ne va pas, mais est-ce qu'il y a des choses en plus que j'aimerais faire? Et si oui, bah tiens, pourquoi ne pas en parler à l'autre? Pourquoi ne pas m'y mettre? Si j'ai envie d'essayer de faire l'amour de façon différente, bah tiens, pourquoi pas le faire? Pourquoi attendre un peu plus longtemps, etc. Donc, d'abord la question satisfaction. Quel est mon degré de satisfaction? Deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais rajouter à ma sexualité ou modifier dans ma sexualité, des changements que j'aimerais opérer? Et si oui, lesquels? Et essayer de voir. Et la dernière chose, c'est est-ce qu'il y a des interrogations vis-à-vis de la sexualité qui sont présentes dans ma tête et pour lesquelles j'aimerais avoir des réponses? Est-ce que, par exemple, des questions que tout le monde peut se poser à des époques, c'est est-ce qu'avec l'âge, il y a quelque chose qui va changer? Est-ce que je pourrais prévoir quand je vais être dans 5, 10, 15 ans, est-ce que je peux dès maintenant prévoir des choses pour ensuite? Donc, quand on fait le point sur sa sexualité, ça tourne autour de ces petites choses-là. Ah tiens, Diane, je viens de voir une question, si tu me permets, je vais répondre. Oui. Question très importante. La question, c'est est-ce que si je ne suis pas satisfait de mon conjoint, est-ce que le fait de ne pas être satisfait de son conjoint, est-ce que ça veut dire que la personne ne lui plaît plus? Alors, pour lire la question, c'est ne pas être satisfait de son conjoint, est-ce que veut-il dire d'une façon qu'il ne me plaît plus? La réponse est non, c'est pas l'explication unique. C'est l'une des explications possibles, mais on peut très bien, par exemple, avoir de l'attirance, du désir pour quelqu'un, et se rendre compte que notre façon de faire ne colle pas complètement. Et du coup, on risque de ne pas être satisfait de l'autre, en tout cas de ce qui se passe avec l'autre, mais ça ne veut pas dire que l'autre ne nous plaît pas. Ça veut dire que
ce qu'on est en train de faire ne nous correspond pas. Et c'est l'occasion de distinguer le fait d'aimer quelqu'un et de le désirer. C'est quelque chose qui est séparé. On peut aimer quelqu'un réellement, avec des vrais sentiments, sans forcément avoir du désir, en tout cas pas de façon continue, de la même façon qu'on peut avoir du désir quelqu'un sans forcément avoir le sentiment. Donc, faire le bilan sur sa sexualité, si on doit se poser les questions, c'est est-ce que je suis satisfait, satisfaite? Sinon, de quoi? Et est-ce que je peux modifier ça? On va en parler, comment on peut modifier tout seul, ou est-ce qu'il vaut mieux que je consulte? Ensuite, c'est est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais changer, modifier dans la sexualité? Et si oui, pourquoi pas m'y mettre maintenant? Et la troisième question, c'est est-ce qu'en réfléchissant à la suite, il y a des petites questions que j'aimerais savoir, me préparer à l'avenir, préserver ma vie sexuelle ou laisser faire? J'ai pas envie de prévoir, j'ai envie de laisser faire comme ça. Ok, bah merci, c'était super complet. Mais il y a une autre, enfin, tout ce que tu as dit m'a fait venir une autre question. Imaginons qu'on soit dans un couple, oui. Donc qu'il y en ait un qui soit satisfait, et au final, on se rend compte que l'autre ne l'est pas. Donc, oui. Que ce soit en communiquant ou pas, hein, juste on comprend que l'autre ne l'est pas. Comment on fait du coup, alors que nous, on est quand même dans notre zone de confort, pour que l'autre soit content aussi, mais en même temps qu'on puisse aussi garder notre satisfaction? Alors, c'est une situation qui est très fréquente que tu évoques. Et je vais déjà m'adresser de la part de la personne qui n'est pas satisfaite. Quand il y a quelque chose qui ne va pas sur le plan sexuel, quand on est en couple, hein, je conseille de le dire assez rapidement. Parce que c'est très difficile, après 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, de dire à la personne avec qui on est, tu sais, ça fait 3 ans ou 2 ans que je ne suis pas satisfait ou pas satisfaite. C'est assez violent et en général, plus le temps passe, plus on a du mal à le dire. L'autre raison pour laquelle il faut le dire, quand ça ne va pas, c'est que plus le temps va passer, plus l'autre, qui ne sait pas que je ne suis pas bien, ben, il pense que tout va bien et donc il ne peut pas, on lui donne pas la chance de changer quelque chose. Parce que quand on ne sait pas que ça ne va pas, ben, il n'y a aucune raison d'agir de quoi que ce soit. Et donc, il faut pas espérer que ça change juste comme ça, parce qu'un jour, il va en prendre conscience ou elle va en prendre conscience. C'est pas si simple que ça. Prenez sur nous-mêmes. C'est pas toujours simple de prendre conscience si l'autre en face de moi est bien ou pas. Donc, pas hésiter à le dire. Et la façon de le dire va être très importante. Je déconseille de dire à l'autre, je ne suis pas satisfait ou satisfaite sexuellement. En général, c'est quelque chose qui peut bloquer et puis c'est assez dur hein, à entendre. C'est plutôt d'amener le sujet en disant, déjà demander, est-ce que toi, tu vas bien? Parce que des fois, on a l'impression que l'autre va bien, mais c'est une façade. Et donc, déjà poser la question, est-ce que pour toi, tout va bien, etc. Et si l'autre dit, bah oui, tout va bien pour moi. Écoute, moi, il y a des trucs que j'aimerais changer. Alors, il y a plein de choses qui vont bien, mais ça, j'aimerais le modifier. Pas parce que je ne suis pas satisfaite, mais parce que je sais que je serai mieux. Et donc, de laisser la chance à l'autre de faire de sorte qu'on soit mieux, en fait. Donc, ça, c'est du côté de la personne qui n'est pas satisfait. Prenons l'exemple que tu dis, toi. Je suis avec quelqu'un et je me pose la question, je me dis, il a pas l'air ou elle n'a pas l'air satisfaite. Je me demande. Là aussi, il faut pas attendre très longtemps pour évoquer ce sujet-là parce que ça peut devenir vite quelque chose qui tourne en boucle. Et c'est très connu chez les hommes qui ont des difficultés sexuelles, des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation. Ils ont souvent cette sensation que leur partenaire ne sera jamais satisfait à cause de ça. Et du coup, le moindre truc dans la journée, elle râle, ils disent, c'est peut-être parce qu'elle est frustrée sexuellement. Ils se disputent, si ça allait mieux sexuellement, peut-être qu'on se dispute pas. Du coup, ça peut devenir obsédant de se dire, la personne avec qui je suis n'est pas satisfaite. Et donc là, on aborde le sujet simplement, mais vraiment le plus simple possible. J'ai l'impression que ça ne va pas super bien pour toi sur le plan sexuel. Est-ce que c'est une impression que j'ai? Est-ce que c'est vrai? Et à partir du moment où on a lancé la discussion, si l'autre n'est pas bien, au contraire, ça va être l'occasion pour cette personne de dire oui, maintenant que tu le dis, j'attendais le bon moment pour t'en parler. En général, ils disent. Quand quelqu'un n'est pas bien et on lui donne la possibilité de le dire, c'est rare que la personne ne saisit pas Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au final, ce serait dommage que ça ait des impacts négatifs sur le couple en général, par un manque de communication ou par une gêne dans la sexualité.
Parce que c'est vrai que c'est quand même un grand pan, enfin, ça dépend des couples, hein, mais il y en a beaucoup pour lesquels c'est très important. Donc ce serait dommage de mettre en péril le couple parce qu'on n'a pas osé se parler. Alors, il y a une raison pour laquelle c'est difficile de parler de ces sujets. J'ai longtemps cru que c'était le fait que ce soit des sujets tabous ou intimes, mais dans un couple, on fait plein de choses en intimité et on fait plein de choses tabous. À deux, je pense pas que ça soit le principal obstacle. Je pense que le principal obstacle, c'est que on nous apprend, on nous fait croire que c'est quelque chose qui doit être naturel. Oui, c'est vrai, hein, on est tous censés faire très bien l'amour dès le début. C'est ça. Voilà, c'est connu. Et donc, on nous fait croire que faire l'amour, c'est quelque chose de naturel, donc il n'y a pas besoin d'en parler. C'est comme si on nous disait, bah, tu vas manger au restaurant avec ton amoureuse, ton amoureux, il faut vous en parler avant, il faut vous en parler après. Ben non, on va manger, c'est naturel. Et c'est faux. Nous faire croire que la sexualité, c'est quelque chose de naturel, c'est faux. Faire l'amour, c'est naturel. Comment le faire, c'est pas naturel. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans la tête et on se dit, mais ça doit venir naturellement. L'autre truc qui trompe souvent, c'est cette vieille idée qui traîne encore, c'est que si on s'aime, ça doit aller. Non. Si on s'aime, c'est qu'on s'aime. Point barre. Pour que ça aille, il faut travailler. Voilà. Et c'est vrai pour tous les autres aspects dans la relation de couple. Aimer quelqu'un n'est pas la garantie que ça va bien se passer. Être amoureux n'est pas la garantie que ça va bien se passer. On peut s'aimer à la folie et ne pas s'entendre. C'est vrai. Si on travaille pas cet entente. Céline Dion le chante très bien dans S'il suffisait qu'on s'aime. Ah oui, s'il suffisait qu'on s'aime. C'est vrai. Voilà, chanson qui vient de résumer tout ce qu'on vient de dire. C'est vrai. Bon, et du coup, avec cette transition Céline, je te propose de passer aux autres questions. Oui. Donc, on a… Pardon, un peu, Diane. Il y avait, tout à l'heure, on a parlé du bilan et on a parlé de satisfaction. Il y a une question à laquelle je tiens et j'aimerais beaucoup répondre ce soir, c'est la fameuse question, comment savoir si j'ai un problème sexuel ou pas? Comment reconnaître? Tu lis dans mes pensées parce que c'était la question d'après. C'était ce que j'allais dire. Non. Je vous jure que c'était pas préparé. Alors, comment savoir si on a un problème sexuel? Si on part du principe que on est en bonne santé sexuelle, si on est satisfait de notre sexualité, on est en mauvaise santé sexuelle si on n'est pas satisfait de notre sexualité. Donc, pour savoir si on a un problème sexuel ou pas, la principale question à se poser, c'est est-ce que je suis satisfait ou insatisfait? À partir de ce moment-là, il y a trois possibilités. Si la réponse est oui, je suis satisfait comme ça, c'est que ça va. Si la réponse est non, je ne suis pas satisfait comme ça, il y a trois possibilités. Soit j'ai un problème sexuel, soit je pense que j'ai un problème, mais je n'ai pas de problème. Et cette situation est fréquente, par exemple, je pensais que j'avais un problème parce que ma partenaire me dit qu'elle ne jouit pas par pénétration et je pensais que j'étais incapable de lui donner du plaisir. Mais en fait, non, j'ai pas de problème. C'est normal qu'une femme ne jouisse pas par pénétration. Et donc, je vais à ce moment-là juste penser que j'ai un problème alors que je ne l'ai pas. Ou je tiens pas aussi longtemps que il le faudrait parce que j'ai un repère dans la tête qui fait croire qu'il y a une durée précise du rapport où on fait pas l'amour assez souvent. Et la troisième possibilité, si je ne suis pas satisfait, c'est que je n'ai pas de problème sexuel, mais quelque chose ne colle pas avec la personne avec qui je suis en relation. Et donc, je n'ai pas de problème sexuel, mais j'ai une insatisfaction de ma vie sexuelle. Dans tous les cas, dans les trois cas, à partir du moment où on s'est dit je n'ai pas de satisfaction sexuelle, il y a des choses à faire. À partir du moment où on dit il y a quelque chose qui ne va pas, peu importe, ça peut d'ailleurs être un peu de tout. J'ai un petit problème, j'ai en même temps des fausses informations et en même temps, ça ne colle pas trop, il y a une mauvaise concordance avec le ou la partenaire. À partir de ce moment-là, il y a des petites choses à faire si on pense qu'on n'est pas satisfait. Ok. Et dans ce cas-là, question d'après, comment je réagis? Ah oui. Alors, je pense que j'ai un problème. Oui. Ou je ne sais pas si j'ai un problème, mais il y a un truc qui ne va pas. Oui, j'ai besoin d'en avoir le temps. Dans une vidéo que j'ai faite, si tu te souviens, Diane, pour annoncer ce webinaire, j'ai dit, je vous donnerai les clés pour devenir votre propre sexologue. Et
je vais vous donner maintenant des pistes pour se poser des questions et agir que même certains sexologues peuvent oublier parfois. Donc, je vous garantis que ce que je vais dire là, vous allez devenir votre propre sexologue et peut-être même aider d'autres personnes sur le plan sexuel. Quelqu'un qui dit, je pense avoir… Ah, pardon. Tout ce que je vais dire, pour une raison vraiment sexologique pure, tout ce que je vais dire concerne pratiquement tout, sauf l'éjaculation précoce. Pour une raison simple, c'est que l'éjaculation précoce n'est pas considérée comme une anomalie, comme une atypie, comme une pathologie. C'est un réflexe, on éjacule vite et on peut le régler. Donc, pour l'éjaculation précoce, je dirais des petites choses à part. Sinon, quand on a un problème sexuel du genre, bah tiens, j'avais du désir, je n'ai plus de désir, et ça me manque. J'avais des bonnes érections, je n'ai plus des bonnes érections. Je jouissais, je n'arrive plus à jouir. J'avais pas de douleur, j'ai des douleurs, etc. Première question qu'on se pose, c'est est-ce que seulement ma vie sexuelle me pose problème, je ne suis pas bien dans ma vie sexuelle, ou est-ce que il y a plein d'autres choses en ce moment qui ne vont pas dans ma vie? Exemple, est-ce que tout va bien? Je suis bien, heureux dans pas mal de choses dans ma vie, mais seulement sur le plan sexuel, je ne vais pas bien, ou alors il y a plein de choses qui vont pas. En ce moment, au boulot, ça va pas. Ma relation avec ma famille, ça va pas. Financièrement, ça va pas. J'ai plein de problèmes à résoudre, etc. C'est-à-dire, est-ce que je suis uniquement embêté sexuellement ou je ne suis pas dans une bonne période? Si je ne suis pas dans une bonne période, c'est que probablement qu'il y a un lien entre le problème sexuel et cette mauvaise période que je suis en train de traverser. Et donc, c'est là-dessus plutôt qu'il va falloir agir. Deuxième question qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'ai des problématiques de santé qui sont installées depuis quelques années ou récemment et qui pourraient donner ce genre de difficultés? Est-ce que j'ai un diabète qui s'est installé? Est-ce que j'ai une maladie prostatique? Est-ce que j'ai une dépression? Est-ce que j'ai eu des traitements? Et dans ces cas-là, il faut que j'interroge le médecin qui me suit sur est-ce qu'il y a un lien entre ces problèmes de santé pour lesquels vous me suivez et moi? Il faut savoir que ce n'est pas seulement les maladies reconnues et connues souvent comme pouvant donner des problèmes sexuels. Par exemple, le diabète, beaucoup de gens savent. Des opérations de prostate, beaucoup de gens savent. On oublie qu'il y a plein d'autres problèmes de santé qui peuvent donner. Exemple, des exemples récents, une personne qui s'est cassé l'épaule et ça consolide mal. On se dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la sexualité? Sauf qu'il s'est retrouvé sous traitement contre douleur de type morphinique, des morphines et du tramadol sur plusieurs semaines. Or, ça, on sait que ça peut casser la libido. Donc, toujours interroger le médecin, même si on se dit, mais non, il n'y a pas de lien, posez quand même la question. Troisième question, c'est… Excuse-moi, c'est plus lié au traitement qu'aux pathologies. Et à la douleur. Et à la douleur, oui. Il faut savoir que la douleur, ça coupe l'élan sexuel. Sauf chez ce qu'on appelle les sadomaso, mais c'est plutôt un jeu de douleur à ce moment-là. Et d'ailleurs, petite parenthèse, même les gens qui sont réellement dans les jeux SM, qui aiment bien se faire mal, enfin avoir mal, c'est pas le même ressenti de douleur quand on est excité sexuellement que quand on ne l'est pas. Donc, même dans ces cas-là, c'est… ouais. Bref. Et donc, troisième question qu'on doit se poser, c'est est-ce que mon mode de vie peut être problématique? Ah oui, tiens, j'ai arrêté le sport il y a plus de 15 ans, j'ai pris du poids, je fume. Ah, faudrait peut-être d'abord que je m'occupe de ça. Probablement que c'est en train de jouer sur ma sexualité. Et bien sûr, la dernière question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon ou ma partenaire? Est-ce qu'avec la personne avec qui je suis, on est en conflit de façon continue, on est en train de se prendre la tête pour un rien et probablement que c'est en train de jouer aussi dessus. En se posant ces questions-là, on va avoir pratiquement un repérage de la majorité des causes possibles des troubles sexuels, masculins et féminins. Petite aparté pour l'éjaculation précoce, puisque pour l'éjaculation précoce, si on a une éjaculation rapide, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'anomalie d'un point de vue médical ou scientifique ou psychologique. Tout à l'heure, par exemple, il y a une personne qui a dit comment régler l'éjaculation précoce qui est liée à la masturbation.
Non, la masturbation ne donne pas d'éjaculation précoce. Il y a plein de mecs qui se masturbent qui n'ont pas d'éjaculation précoce. Donc, l'éjaculation précoce, c'est un réflexe. C'est quelque chose qui est souvent inné. On a une tendance à éjaculer très vite. C'est plutôt parce qu'on a un fonctionnement souvent très speed dans la tête. On cogite vite, on marche, on agit vite, on travaille vite. C'est parfois lié à une sensibilité plus élevée au niveau du pénis, à un manque de contrôle des muscles du périnée, etc. Et donc, c'est pas une anomalie. C'est pas quelque chose, quand on a une éjaculation rapide et qu'on aimerait la régler, là, il n'y a pas besoin de se poser des tonnes de questions. J'ai un réflexe d'éjaculer vite, j'aimerais l'améliorer, bah, je vais chercher des solutions pour ça. Et c'est dans ce sens-là qu'on a créé, tu le sais Diane, le programme Time, que d'ailleurs beaucoup de personnes utilisent sans même passer par une consultation médicale. D'autres passent d'abord par une consultation médicale. Et entre le dernier webinaire et aujourd'hui, pour les personnes qui ont assisté au dernier webinaire, je peux vous dire qu'entre deux, ce programme Time a pris de l'ampleur, puisque d'autres personnes que ceux qui travaillent sur Charles le recommandent maintenant. C'est recommandé par d'autres sexologues, d'autres plateformes, et même dans d'autres pays. Un jour, je vous dirai un peu plus là-dessus, mais c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, puisque l'éjaculation rapide, c'est un phénomène qu'on ne doit pas considérer comme une anomalie, mais qu'on doit considérer comme gênant, et donc on peut agir dessus. Très bien. Ben, j'en profite pour envoyer le lien du programme Time pour ceux qui sont intéressés, parce que là, on reçoit des demandes là-dessus. On était dans une… Diane, je viens de voir une question qui était en plein dans ce qu'on disait tout à l'heure. La personne demande dans un couple comment aborder le sujet d'ouvrir le couple. D'ouvrir le couple, si j'ai bien compris, c'est d'avoir des relations en dehors du couple ou d'ouvrir la discussion dans le couple. Pour moi, c'est les relations libres. Ouais. En tout cas, ça évoque le sujet de comment faire quand on n'a pas les mêmes fantasmatiques, les mêmes attentes. Et c'est une situation toujours très délicate, très, comment dire ça, subtile à gérer. Et d'abord, on ne part pas d'une façon un peu brusque où on dit à l'autre, ben, t'es bloqué, tu n'aimes pas ceci, tu n'aimes pas cela, donc tu as un problème. Non, chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, et on a le droit de changer et de rechanger même d'avis après. Donc, on ne critique jamais les préférences de l'autre. On peut dire ça me convient, ça ne me convient pas, mais il n'y a rien qui justifie qu'on critique la sexualité de l'autre. Les autres ont le droit d'avoir une sexualité complètement bridée et de rester là-dessus sans aucun problème. Donc, comment on fait? La première des choses, c'est d'aborder le sujet en disant ça nous intéresse. Qu'est-ce que j'aimerais et qu'est-ce que j'aimerais modifier? Ensuite, de demander à l'autre qu'est-ce qu'il ou elle en pense. On ne sait pas trop à l'avance ce que l'autre va penser. Si la réponse est négative, non, moi ça m'intéresse pas, etc. Ne cherchez pas à convaincre. Si on vous dit est-ce que tu as envie de manger tel plat, ben non, j'ai pas envie. Ben oui, mais essaye, etc. Au pire, vous mangez pour faire plaisir, mais j'imagine que dans la sexualité, on n'a pas envie que l'autre le fasse juste comme ça pour faire plaisir, et puis on s'en fout un peu. Donc, prenez le temps en fait d'expliquer simplement vos attentes et aussi laissez le temps à l'autre de s'habituer à cette attente, parce que la première fois qu'on dit un truc, la première fois, imaginez quelqu'un qui vous propose quelque chose auquel vous n'êtes absolument pas habitué. Vous dites non. Puis le temps passe et puis finalement vous dites bon tiens, pourquoi pas. Donc faut pas hésiter à en parler de temps en temps. Voilà, faut laisser le sujet se décanter et pas y aller de façon insistante. Et la façon, en tout cas le point sur lequel j'insiste énormément, c'est de faire attention et de prendre conscience soi-même que c'est plus facile d'amener quelqu'un avec nous dans un comportement ou à un endroit si on lui dit qu'on a envie de partager ça avec lui ou avec elle. Et non pas parce qu'on a envie d'y aller. Exemple, si j'ai super envie d'aller visiter Paris et que je tanne ma partenaire, il faut que j'aille visiter Paris, j'ai envie d'aller voir Paris, c'est pas pareil que si je lui dis j'aime beaucoup Paris et j'adorerais la découvrir avec toi. Ça prend un sens complètement différent. En général, quand ça bloque, c'est parce que la personne a l'impression que
on est focalisé sur l'acte sexuel, sur le comportement et non pas sur le fait de le partager et de le vivre avec l'autre. Donc, faites attention que ça soit toujours quelque chose de partagé. Ça aide beaucoup la personne en face de suivre. Et presque que ce désir-là pourrait être au-delà de la relation de couple, en fait. Oui, oui, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui permet en général de renforcer même la complicité. Oui, bien sûr. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette question. Je disais merci à quelques messages qui nous remerciaient. C'est vrai qu'on a beaucoup de messages. Désolée si on ne peut pas répondre à toutes vos questions. On essaie de faire au mieux. En tout cas, n'hésitez pas à rester avec nous ou à regarder le replay demain si jamais vous avez loupé la réponse à votre question. Donc du coup, je voudrais retourner un petit peu là où on était sur comment réagir face à un trouble ou à une gêne. Moi, je voudrais savoir ce qu'on peut faire seul avant de consulter. Oui. Pourquoi on consulterait en fait? C'est quoi les étapes qu'il doit y avoir entre les deux? À quel moment on doit consulter? En fait, il y a des situations où on peut essayer des choses seul, et je vais dire lesquelles, et il y a des situations où il vaut mieux consulter rapidement. Tout d'abord, il faut savoir qu'on peut toutes et tous avoir des périodes transitoires, passagères, durant lesquelles notre sexualité n'est pas top. Et en général, on considère que avoir une difficulté qui dure depuis quelques semaines, on ne doit pas la considérer comme un vrai problème qui s'est installé et qu'il vaut mieux regarder si sur les semaines qui viennent ça passe. Donc on retient la notion de 3 à 6 mois. Quelqu'un qui a une difficulté sexuelle qui existe depuis plus de 3 à 6 mois, là on va dire oui, effectivement, il y a un problème. Donc attention à pas paniquer juste parce qu'il y a une fois où ça s'est pas bien passé. C'est complètement humain. Là aussi, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, que non tous les rapports sexuels ne se passent pas bien. On a l'impression, surtout chez les hommes, et les hommes ont l'impression qu'ils doivent être au top à tout rapport sexuel. Ah non, oui, tout à l'heure sur Instagram, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions sur Instagram, il y a une personne qui m'a envoyé un message et qui m'a dit qu'il était vraiment mal à l'aise, limite qu'il était dévasté, qu'il voulait savoir comment faire pour consulter, parce qu'il avait des troubles de l'érection. Ah oui. Et en fait, du coup, je lui ai posé des questions, et en fait, ça lui est arrivé une seule fois la semaine dernière. et Ouais. donc, du coup, c'est pas grave que ça marche pas à chaque fois. Tout fluctue, que ce soit l'érection, la libido, les relations de couple, etc. Il faut d'abord prendre un petit peu de recul, je pense, et se dire, ok, est-ce que c'est un vrai problème de fond? Est-ce que ça dure depuis plusieurs mois? Est-ce que c'est quelque chose qui me gêne? Parce que il faut pas paniquer. C'est pas parce que ça nous touche en bas qu'il faut paniquer. Tous les hommes ont déjà eu au moins une situation où ça ne s'est pas bien passé. Et ceux chez qui ça se transforme en un cercle vicieux, c'est surtout les hommes qui ne sont pas préparés à ça, en fait, qui ne savent pas que ça arrive et qui se mettent une pression d'être au top en continu. Ben non, on peut pas. Et pour information, les hommes qui nous regardent, qui nous écoutent, les partenaires en face ne sont pas non plus au top tout le temps. Et c'est pas pour autant que c'est une catastrophe. Donc c'est pareil pour nous aussi. Oui. Donc dans quel cas il vaut mieux consulter rapidement? C'est dans les situations où l'impact psychologique est très fort. Par exemple, ça fait 2-3 semaines que ça dure, mais on sent que vraiment ça nous impacte très fortement. C'est en train de devenir limite obsédant. Là, on sait que plus le temps va passer, pire ça sera. Donc, si on sent que c'est quelque chose qui est en train de psychologiquement nous impacter, là, il vaut mieux consulter rapidement, même si la situation est assez récente. Il y a d'autres situations où on conseille de consulter rapidement. C'est par exemple des situations où c'est le début d'une relation et on a peur que ça perturbe fortement le début de la relation. Et si les conseils que je vais donner ne suffisent pas. Dans des situations où, par exemple, on sent que dans le couple, on est en phase de crise, il y a beaucoup de tensions et on va pas pouvoir compter sur le fait de prendre le temps et que là, il vaut mieux avoir une réponse rapide. Donc, dans des situations plutôt où psychologiquement, on sent que je n'ai pas le temps de régler tout seul mon problème, j'ai besoin vraiment d'une aide assez rapide. Dans les autres situations, la meilleure façon d'améliorer le problème sexuel, et ce que je vais vous dire là, c'est une phrase que vous pouvez retenir définitivement. La meilleure façon d'améliorer notre sexualité, ce n'est pas de s'occuper de notre sexe, mais de s'occuper de nous.
Si vous allez bien, votre sexualité ira mieux. Exemple, si je suis nerveux, tendu, angoissé, anxieux en ce moment, ou si lors des rapports sexuels, je sens que je suis trop nerveux, c'est de ça que je dois m'occuper, pas de mon érection, pas de mon éjaculation. Si je sens qu'en ce moment, je suis fatigué, je suis contrarié et je dors mal, j'ai pris du poids, j'ai exagéré sur l'alcool, le tabac, des drogues, ben c'est là-dessus que je dois agir. Et vraiment, la meilleure façon d'améliorer notre sexualité, c'est qu'on soit bien nous-mêmes. Souvenez-vous toujours que personne ne peut avoir des problèmes sexuels sans aucune explication. Personne. Et les explications, c'est quoi? C'est soit mon corps ne va pas bien, soit mon esprit, mon mental ne va pas bien. Donc, si j'ai un problème sexuel, je soigne mon corps, je soigne mon mental. Et je prends le temps de le faire. C'est quelque chose qui s'améliore progressivement. Remarque qu'on oublie souvent, quand on change nos habitudes de vie, en particulier tabac, alimentation, sport, on est toujours déçu de voir que quelques semaines plus tard, le problème ne s'est pas arrangé. En fait, il faut être patient, il faut plusieurs semaines, parfois il faut 3, 4, 5 mois avant d'avoir les bénéfices. Et donc, il ne faut pas dire, tiens, j'ai changé et pourtant ça ne va pas mieux. Non, il faut persévérer. Et c'est là où la notion de quel est le contexte de mon couple. Est-ce que je suis avec une partenaire ou un partenaire qui peut attendre 2, 3 mois et qu'il n'y a pas de pression particulière, ou est-ce que il vaut mieux consulter et résoudre mon problème tout en agissant sur les autres causes. En revanche, quand on améliore le stress et le sommeil, les résultats sont très rapides. En fait, notre corps, c'est un peu comme une sorte de machine avec plein de rouages. Et puis, quand il y a des petits grains de sable à plusieurs endroits, ça peut tout faire bugger. D'ailleurs, les problèmes sexuels sont souvent les premiers symptômes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, on sait que le fait d'avoir une baisse de libido ou un problème d'érection peut être le premier symptôme d'une dépression qui n'est pas encore visible, qui n'est pas encore installée. Ça peut être le premier symptôme d'un problème de circulation de sang qui n'est pas encore visible. Ça peut être le premier symptôme d'une maladie hormonale, d'une maladie neurologique. Il faut savoir que pour qu'on ait une bonne fonction sexuelle, il faut que tout soit bien équilibré dans notre corps. Et dès que ça se déséquilibre, ça va se voir sur le plan sexuel. On peut faire semblant d'aller bien et sourire devant les gens, on ne peut pas faire semblant d'être excité. Donc, dès qu'il y a la moindre perturbation, on va le sentir. C'est vrai. Question rapide, réponse rapide. Est-ce que fumer peut, je viens de l'avoir, peut provoquer l'éjaculation précoce? La réponse est non. L'éjaculation précoce est un réflexe qui est présent, c'est une sorte de variante de la normale, et le tabac ne joue pas dessus. Par contre, le tabac peut finir par donner des difficultés de garder l'érection, ce qui aggrave l'éjaculation rapide. C'est pas la cause de l'éjaculation rapide, mais ça peut finir par l'aggraver. Ok. Merci, c'est vrai. Question rapide, réponse rapide. Voilà, quand j'en vois quelques-unes qui sont importantes à relever. C'est vrai qu'il faut qu'on avance parce qu'on a encore des tonnes de questions. J'ai vu aussi la question sur les aphrodisiaques et Oui. C'est une grande question. Il y a une vidéo YouTube qui va très bientôt sortir là-dessus, complète, et il y en a déjà une qui existe, qui est un petit peu plus courte, mais dans tous les cas, vous aurez votre réponse sur YouTube. On a fait une vidéo sur les aphrodisiaques de façon hyper détaillée, non seulement en disant à quoi ça sert, comment ça marche, mais en disant aussi le type de plante, etc. Et c'est quelque chose qu'on a retravaillé depuis quelques années. Donc, il y a une vidéo YouTube qui a été faite, ça vous permettra d'avoir toutes les réponses à cette question. En tout cas, évitez surtout d'acheter les produits sur Internet qui pullulent. Il y en a partout. Il n'y a pas de produit miracle pour agrandir son pénis. Il n'y a pas de produit miracle pour la libido, pour tout ce genre de choses. Surtout, ne faites pas d'auto-médication. Et c'est pas parce que ce sont des produits naturels qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Gilbert, on l'a dit la dernière fois. Les produits naturels, s'ils ont des effets positifs, ils peuvent avoir des effets négatifs. Et exactement. Naturel, ça veut dire si un produit est efficace, c'est qu'il agit dans le corps. S'il agit dans le corps, c'est qu'il peut avoir des contre. Au fait, pour les personnes qui disent bon, c'est des plantes, ça peut pas faire de mal, je rappelle toujours que le curare, c'est une plante. C'est ce qu'on utilise pour mettre quelqu'un dans le coma en médecine. C'est une plante. C'est issu des plantes. Donc oui, les plantes peuvent avoir des effets secondaires. Donc on demande toujours l'avis de quelqu'un qui s'y connaît avant d'utiliser.
Et puis, il y a beaucoup de plantes sur Internet où ils vous disent c'est pour améliorer l'érection ou la libido. Ils disent qu'il n'y a que des plantes dedans. Et quand on les analyse dans les laboratoires, on se rend compte qu'il y a des dérivés de Viagra, de Cialis et autres médicaments. Donc, c'est comme si vous preniez un médicament sans l'avis médical. C'est pour ça qu'on se méfie beaucoup des plantes vendues un peu comme ça sur les sites. On n'a aucun moyen de vérifier qu'ils contiennent vraiment les plantes. C'est vrai. Il faut que ce soit des produits sérieux. Avoir un laboratoire et une équipe de scientifiques sous la main. Mais c'est vrai que le Viagra, c'est vraiment aussi un des médicaments les plus contrefaits et qu'on peut trouver sur Internet. C'est vraiment une catastrophe. Surtout, ne soyez pas tentés par des prix un peu moins chers ou par du Viagra que vous pourrez prendre sans ordonnance. C'est hyper simple aujourd'hui de faire une consultation, que ce soit ou à côté de chez vous ou sur charles.co, vous pouvez le faire en visio, par message ou par téléphone. Et ne prenez pas ce type de médicaments sur Internet et sans avis médical surtout. Parce qu'il peut y avoir des contre-indications et c'est important de les avoir en tête. Question rapide? Parce que je trouve ça très rapide. Est-ce que les phases de lune ont une incidence sur l'activité sexuelle, la libido? Et la personne a dit, je pense que oui. Et moi, je dis que oui aussi, mais pas chez tout le monde. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, par exemple, on sait que certaines personnes ont une libido qui est très impactée par la luminosité. En fonction du type de luminosité, ils peuvent avoir une libido qui augmente ou qui diminue. Et on sait que les phases de lune peuvent jouer parce que ça impacte, on sait que ça impacte l'histoire de l'eau dans notre corps, etc. Donc oui, ça peut jouer, mais pas chez tout le monde. Donc la meilleure façon de savoir, c'est juste de repérer. Si à chaque fois que j'ai un problème sexuel, c'était la pleine lune ou l'inverse, c'est que je suis peut-être un loup-garou. Voilà. Et ça c'est possible, Gilbert. Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout que tu sois un loup-garou. Eh bien, on va… pardon. Hyper important. Le prix des vrais médicaments sont très élevés. Il y a une personne qui vient de le dire. C'était très élevé. Les prix ont énormément baissé. Et c'est devenu très rare de nos jours que quelqu'un ne puisse pas acheter les médicaments à visée érectile. Pour vous donner une idée, quand il y a quelques années encore en arrière, il y a 3, 4, 5 années en arrière, le comprimé coûtait 15 €. Donc oui, c'était très cher. De nos jours, on trouve la boîte de traitement pour pratiquement 1 mois, parfois pour 2 mois, à une quinzaine d'euros. Donc c'est quelque chose, le prix de nos jours n'est plus un obstacle. Et sur charles.co, on a fait exprès que la consultation soit à 35 € pour que ça soit accessible au plus grand nombre, puisqu'en ville, les consultations en moyenne sont aux alentours de 70-80 €, les consultations de sexologie. Donc, de nos jours, se soigner pour les problèmes sexuels, ça ne doit plus être, le côté financier ne doit plus être un obstacle. Et même quand certains médicaments coûtent encore un peu cher, il faut dire le Privilégi, par exemple, continue à avoir un prix élevé, il y a quand même des alternatives, il y a d'autres façons de faire. En tout cas, ne laissez plus le côté financier vous embêter dans le fait de chercher de l'aide sur le plan sexuel. Absolument. Je te rejoins à tout là-dessus. Ça doit être accessible à tous. Tout le monde a le droit d'avoir une vie sexuelle épanouie. On devrait avoir une institution d'ailleurs. Il y a les droits sexuels reconnus par l'OMS. Ah. On a tous le droit à une vie sexuelle épanouie. Je pensais que tu disais ça par rapport à ça. C'est exactement la phrase. Tu es au courant? Ouais. Tu as la même idée que l'Organisation mondiale de la santé, tu vois. Ils sont inspirés de toi, Sœur mondiale. C'est moi qui les ai. Ouais. Du coup, je trouve que c'est une bonne transition, bon, pas l'OMS, mais la question de la consultation. Donc là, tu nous as parlé du prix. Mais comment ça se passe, une consultation? Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui nous posent des questions. Est-ce que je vais devoir me mettre tout nu? Est-ce que je vais devoir parler de choses dont j'ai pas envie? Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment ça se passe? Très rapidement. Dans la très grande majorité des consultations de sexologie, dans une majorité des cas, il n'y a pas d'examen physique nécessaire dès la première consultation. Pour une raison simple, c'est que la très grande majorité des problèmes sexuels se diagnostiquent en discutant. Quelqu'un qui dit « mais je n'arrive plus à avoir d'érection », on ne va pas lui demander de se mettre en érection pour voir si c'est vrai ou pas. Ça n'a aucun sens. Et on ne voit jamais personne consulter en disant « je n'ai pas d'érection » alors qu'il y a une érection. Enfin, c'est rare. Les gens qui viennent consulter, c'est des gens qui ne sont pas bien, qui souffrent et qui ont besoin d'aide. Et la plupart du temps, il n'y a pas besoin donc de cet examen physique, sauf dans certaines situations où la personne dit j'ai des douleurs quand je décalote ou j'ai des rougeurs, etc. Oui, là, on va examiner. Il faut savoir que en dehors de ces situations-là,
il n'y a pas besoin de se déshabiller. D'ailleurs, si vous allez chez des sexologues qui vous posent des questions où vous êtes gêné et qu'ils continuent à poser des questions, c'est qu'il vaut mieux se lever et partir. Les sexologues sont formés pour justement que la personne ne soit jamais gênée et sont formés pour que les questions qu'on pose aient toujours un sens et que quand vous consultez, que vous sentez que chaque question posée va dans un but précis et qu'on est en train d'avancer étape par étape. Exactement comme si vous allez voir votre médecin en disant que quand vous faites pipi, ça pique. Et si vous posez des questions qui vous gênent, c'est qu'on n'est pas dans le bon tempo. Si les questions vous paraissent cohérentes, c'est qu'on est dans le bon tempo. Autre chose à savoir, c'est que beaucoup de gens disent je vais aller, mais qu'est-ce qu'on va dire, comment je vais utiliser, quels mots je vais utiliser, est-ce que je vais savoir expliquer la situation? Et moi, je vous conseille d'y aller. Je dis souvent, c'est comme au McDo. Allez comme vous êtes. C'est ça le pub du McDo. Non, venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Ouais, beaucoup trop de pubs ce soir. Et pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous êtes avec un sexologue formé, il va vous demander pour quelle raison vous venez. Et si vous êtes en difficulté pour répondre, il va vous dire est-ce que c'est plutôt ça, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Et il suffit de dire ah, c'est plutôt ce que vous avez dit là-dessus. Et là, il va vous poser des questions pour raffiner. Donc, il n'y a pas besoin que vous ayez fait toute une mise au point avant d'y aller. Vous pouvez y aller en disant il y a un point qui me gêne, je dis ce qui me gêne et je laisse faire le spécialiste ou la spécialiste le reste du boulot. On est formé pour ça. Ne vous embêtez pas à chercher vos mots, utilisez les mots que vous avez. En consultation de sexologie, vous le remarquez comment on parle là maintenant. On ne va pas parler comme si on était des Freud, on ne va pas parler comme si on était des professeurs de médecine en train de faire un cours à d'autres professeurs. On va parler simplement comme on parle dans la vie de tous les jours. Et il n'y a pas besoin de vous embêter avec le fait de devoir préparer des choses dans la tête, etc. Bien sûr, si vous avez réfléchi à la situation, vous allez le dire, mais vous avez le droit d'y aller aussi avec simplement une gêne et laisser le spécialiste faire le reste. Ah, est-ce que le dossier en téléconsultation est partagé en DMP? C'est non. C'est-à-dire le dossier qui, sur la plateforme charles.co, on a pris la décision que le dossier soit accessible uniquement aux patients qui consultent et au médecin sexologue qui le prend en charge. En revanche, si vous souhaitez transmettre des informations à votre médecin, à d'autres médecins ou à d'autres spécialistes, il vous suffira à ce moment-là d'imprimer le compte-rendu qui vous appartient et c'est vous qui le donnerez à qui que ce soit. On sait à quel point c'est difficile, on sait à quel point certains patients disent « je ne souhaite pas en parler avec mon propre médecin traitant pour différentes raisons. Je le connais depuis trop longtemps, il connaît toute la famille, j'ai pas confiance ou je suis pas à l'aise avec, peu importe. » Et donc, non, le dossier des consultations sur charles.co ne sont accessibles qu'à 2 personnes, le patient et le médecin sexologue qui l'a choisi. Oui. Absolument. Et je te propose de passer à la question suivante. Propose. Comment savoir si notre partenaire est satisfait ou satisfaite lors d'un rapport? Est-ce que ça te des décibels? Est-ce que sourire? À quoi ça se joue? Comment on fait pour savoir si vraiment on arrive à apporter du plaisir à l'autre? Tu vas être déçu de la réponse. Oh non! On n'en sait rien. Non, je vais être plus précis que ça. Je vais d'abord donner quelques chiffres. On a des enquêtes anonymes où on a demandé à des personnes s'ils ont déjà simulé le plaisir et en particulier simulé l'orgasme pendant les rapports sexuels. Personne, jamais. Non, pas avec toi, Diane, pas avec toi, mais en général, oui. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait au moins 2/3 des femmes qui ont répondu « oui, ça m'est déjà arrivé ». Au moins 2/3. Et il y a à peu près 30-40% qui disent « oui, ça m'arrive régulièrement » et il y a 10-15% qui disent « oui, tout le temps ». Donc, c'est pas si rare que ça. Et attention, on a eu l'idée de faire la même chose chez les hommes. Parce qu'on peut avoir l'impression que les hommes ne sont pas
ne peuvent pas simuler le plaisir. Eh bien, si, on s'est rendu compte que près d'un homme sur 4 a déjà simulé l'orgasme, a déjà fait semblant de jouir. Donc, c'est pas quelque chose de rare. Et la première chose qu'on regarde en tant que sexologue quand une personne dit avoir simulé le plaisir, c'est est-ce qu'il y a une mauvaise intention ou pas. Exemple, je suis fatigué aujourd'hui, je suis contrarié, j'en ai pas trop parlé à mon partenaire ou ma partenaire, ou j'ai pris un médicament, un truc tout con, j'avais mal à la tête, j'ai pris un codéine parce que ça me soulage bien, ou j'ai pris un tramadol, ou peu importe. Et je sens là, pendant le rapport sexuel, je sens que je suis pas comme d'habitude. Et que ça sera hyper difficile pour moi d'aller jusqu'au bout et de jouir. Mais j'ai pas envie de l'embêter avec ça. Je vais dire que ok, j'ai eu du plaisir, mais il n'y a aucune mauvaise intention derrière. C'est plus pour pas embêter le moment et plus parce que j'ai senti que moi, je ne suis pas dans le bon tempo et c'est pas le jour. Alors, bien sûr, il y en a qui vont dire, oui, mais dans ce cas-là, il vaut mieux le dire et arrêter. Oui, on peut. Mais en même temps, si on a été jusqu'au bout en simulant et sans aucune mauvaise intention et on sait que demain tout va bien, il n'y a pas de problème non plus, quoi. C'est pas forcément quelque chose de mauvais. Comment savoir si l'autre est en train de simuler? Quand c'est les premières fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est quasi impossible. Il n'y a quasiment pas de symptômes. Quand c'est les premières fois, on ne sait pas, on n'a pas l'habitude de voir comment ça se passe. On peut se fier à quelques symptômes, par exemple, pour un homme, on peut se fier au fait qu'il a eu une bonne érection. C'est a priori le signe qu'il était bien excité. Mais il y a des hommes qui ont une très grande excitation sans que l'érection soit super dure. C'est pas forcément un repère, c'est une idée. Est-ce qu'il y a une éjaculation ou pas? Et là aussi, on peut avoir une éjaculation et pas pour autant dire que le rapport sexuel était top. C'est juste une éjaculation. Chez les femmes, on peut dire, bah oui, si elle a beaucoup lubrifié, c'est qu'elle était excitée. Oui, mais est-ce qu'elle l'était tout le temps et est-ce que le rapport dans sa globalité était satisfaisant pour elle? On n'en sait rien. J'entends parfois des choses, pour savoir si une femme, elle a vraiment joui, il faut toucher à tel endroit, il faut voir si ça c'est… Quand on ne connaît pas la partenaire, c'est super difficile à savoir. Et donc, il n'y a que le fait de dire, bon, bah, elle me fait entendre, ou elle me transmet le message que c'était bien, bon, bah, ok, les premières fois, je vais me baser là-dessus. En revanche, quand on connaît la personne, quand ça fait longtemps qu'on a une relation avec, en général, on a déjà eu l'occasion de repérer ce qui se passe quand il y a beaucoup de plaisir et quand il y a une jouissance. Quel type de contraction il y a dans le bas du ventre, quel type de contraction il y a au niveau du vagin, quelle attitude la personne a. Exemple simple, on a tous des petites choses qu'on fait avant de jouir, par exemple la respiration s'accélère ou s'arrête, le corps qui peut se tendre ou au contraire qui peut bouger de façon plus intense, les bras, les jambes, et il y a des variantes d'une personne à une autre. Et donc, ça, quand on l'a repéré, c'est là-dessus qu'on va se baser, parce que c'est des choses qui ne se maîtrisent pas. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément tricher. Et en plus, en général, on n'est même pas conscient nous-mêmes que je bloque ma respiration ou pas avant de jouir, ou je contracte telle zone ou pas. Donc, c'est plus facile de le savoir quand on est dans une relation durable avec quelqu'un que quand c'est les premières fois. Quand c'est les premières fois, c'est à la bonne heure. Le tout, c'est de voir si la personne était bien ou pas. Et autre rappel, les premières fois avec quelqu'un, on ne connaît pas encore son fonctionnement et cette personne ne connaît pas encore notre fonctionnement. Donc, faut pas s'attendre que les premières fois soient systématiquement waouh. Oui, c'est avec le temps qu'on va découvrir l'autre un peu à la fois. Et on peut très bien dire, je n'ai pas joui, mais c'était top. Je sais que ça fait étrange, mais oui, ça arrive. Et on va dire, mais j'ai adoré passer ce moment-là. Ok, je n'ai pas joui, mais c'était, voilà, ça m'a pas dérangé. Mais après, c'est vrai que pour savoir, on peut aussi poser la question. Et, oui. Et du coup, on peut… Oui. Et dans les gens, après, dans la discussion, ouais. Pas oser dire que ça m'a pas trop plu. Mais à partir du moment, je pense qu'on est dans une relation de confiance, de bienveillance, on peut se poser la question. Et puis… Absolument. Et quand on pose des questions, ça donne la possibilité à l'autre d'en poser. Donc, on lui ouvre la voie. J'ai vu un message qui me perturbe. J'espère qu'il manquait le point d'interrogation parce que c'est une sorte d'affirmation que la taille de l'organe génital de l'homme est un facteur clé pour apporter du plaisir à son conjoint. Eh ben, je ne suis pas d'accord. Non, je pense qu'il manque un point d'interrogation. Ouais, à mon avis, il doit manquer un point d'interrogation parce que c'est quelque chose. Ah, c'est une question. Voilà, merci. Merci. Parce que je me disais, mais c'est bizarre comme affirmation. Merci de l'avoir précisé. La réponse est non.
Et il y a plusieurs études qui l'ont démontré. C'est-à-dire, c'est pas juste un truc de sexologue pour rassurer les mecs. Et il y a une étude en particulier, Diane, il y a une vidéo qu'on a faite sur la taille du pénis, et il y a une autre vidéo qu'on a faite sur les préférences des femmes sur la taille du pénis. Et on sait, quand on demande à des femmes, on leur présente par exemple des moulages ou des reproductions de pénis de différentes tailles, différentes formes, etc. Et on leur demande de choisir le pénis qui leur paraît idéal. Et bien, figurez-vous que les choix des femmes se portent sur des pénis qui sont en fait à peu près dans la moyenne de ce qui existe déjà dans la nature chez l'homme. C'est-à-dire, elles ne choisissent pas des tailles systématiquement au-dessus de la moyenne. C'est à peu près ce qui se passe, c'est-à-dire chez l'homme, la taille moyenne en Europe, on dit aux alentours de 13, 13,5. Les femmes ont choisi des pénis qui sont aux alentours de 13,5. Et pour les personnes qui disent que c'est un phénomène, que c'est quelque chose d'hyper important, je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de femmes qui ont la possibilité d'avoir énormément de plaisir et de jouissance avec un doigt. Il n'y a pas besoin de tout un pénis pour ça. Et je rappelle encore une fois quelque chose que j'aime beaucoup rappeler, c'est que le plaisir sexuel féminin se passe plutôt vers l'extérieur que vers l'intérieur. C'est dans la première partie du vagin, les 2, 3, 4 premiers centimètres, et sur les clitoris et les lèvres, et c'est pas au fond du vagin que ça se passe. Je répète tout le temps, si la nature ou Dieu, si on est croyant, avait prévu que la pénétration profonde soit la source de plaisir chez la femme, le clitoris aurait été au fond du vagin et pas dehors. S'il est dehors, c'est que c'est dehors que ça se passe. Voilà. C'est dehors que ça se passe. Mais d'ailleurs, alors dis-moi si je me trompe, mais la taille moyenne d'un pénis en France, c'est à peu près 13 cm. Oui. Et la taille moyenne d'un vagin, il me semble que c'est entre 7 et 14. Après, il est souple et élastique. Alors, 14, c'est quand il est distendu. Hein. Donc, c'est entre 7 et 9 cm au repos. Donc, mais pour se rappeler quand même, quand une femme va chez le gynécologue, il fait un examen qu'on appelle toucher vaginal. En fait, la vraie, si on devait l'appeler cet examen-là, ça devrait être toucher du col de l'utérus. En gros, quand le gynécologue rentre de doigts, il examine le fond du vagin, pas l'orifice. Donc, avec un doigt, on touche le fond du vagin. Donc, quand on dit 7 à 14, c'est la distension qu'il peut avoir. C'est 7 à 9 cm en moyenne. Et pour les personnes qui disent, oui, mais je voudrais quelque chose qui comble complètement le vagin, je suis désolé, je vais dire un truc, ça me fait sourire, mais c'est sérieux. Il y a un bébé qui passe par là quand même. Donc, on ne peut pas combler, c'est quelque chose de musculaire et ça peut se contracter, se relâcher en fonction de ce qui se passe dedans. Et autre information importante, parce que je sais que c'est un complexe qui est très courant, le pénis, on a démontré que c'est le pénis qui s'adapte au vagin et non pas l'inverse. C'est-à-dire notre pénis se déforme et prend la forme nécessaire à l'intérieur du vagin. Parfois, il fait une forme dans ce sens-là, parfois dans l'autre sens. Et donc, notre pénis est prévu pour que ça s'adapte à la forme du vagin. Il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit. C'est rare que la nature se trompe sur ce genre de choses. D'ailleurs, tout à l'heure, encore une fois, sur Instagram, on parlait de taille de pénis là, récemment. Et il y a une femme qui nous a posé une question qui a dit, mais je comprends qu'il y ait des gens qui soient gênés avec un pénis qui serait trop petit, mais moi, mon partenaire a un pénis trop grand et je compte plus les fois où je fais l'amour et que ça me fait mal. Donc, après, exact. Il y a beaucoup de femmes qui disent ça. Et j'ai vu des consultations où malheureusement c'était super compliqué parce que la femme elle avait une anatomie où c'était difficile de travailler plus les muscles et le monsieur il avait un volume de pénis très élevé. Mais ils ont une vie sexuelle quasiment sans pénétration parce que le volume du pénis est élevé. Et il y a beaucoup de femmes qui disent que c'est sensible, douloureux. Faut pas oublier que la peau autour du vagin elle est hyper sensible et donc venir l'écarter comme ça c'est pas quelque chose d'agréable. D'ailleurs, si le fait de dilater le vagin ou de rentrer dans le vagin était agréable, les femmes devraient adorer aller chez le gynéco. Or, c'est pas le cas. Toujours un grand moment. Ouais. Alors, nous allons continuer avec les questions. En fait, je suis obligée de sauter plein de questions parce qu'il est déjà 21h. Comment éviter le stress durant les rapports? Comment
ces angoisses, blocages psychologiques de la sexualité. Oui. On parlait tout à l'heure, typiquement, ça peut être un stress global ou ça peut être un stress de j'ai eu un trouble de l'érection à un moment, et du coup, je suis hyper stressée pour les fois d'après parce que j'ai peur que ça re-arrive. Dis-nous tout. Comment on fait pour virer ce stress-là et qu'on puisse profiter, lâcher prise, tout ça? Comment on fait pour être dans le moment? D'ailleurs, ça va répondre à la toute dernière question qui dit que depuis un événement dans leur vie de couple, les difficultés sont apparues. Donc, c'est purement une notion de stress. La première chose à savoir, c'est que quand on a une difficulté à avoir ou à garder une érection, ce n'est pas le rapport sexuel qui est embêté, c'est uniquement la pénétration. Et il faut vraiment faire le distinguo entre rapport sexuel et pénétration. Surtout pour les couples, pour les hommes qui sont avec des femmes. Nous, les hommes, je dis toujours, les hommes qui ont des relations avec des femmes, je leur dis toujours, mais vous avez la chance que votre partenaire a différentes façons de s'éclater sur le plan sexuel. Et il n'y a pas que la pénétration. Et donc, quand vous avez une pénétration qui est impossible, ben, il vous reste tout le reste à faire, c'est-à-dire plein d'autres choses. Donc déjà, se souvenir de ça. Deuxième chose à faire pour ne pas subir cette peur et ce stress au moment des rapports sexuels. Il faut se souvenir que notre cerveau est programmé pour nous éviter les problèmes. C'est un reste du monde animal. Si je me suis brûlé avec un truc, à chaque fois que je vais passer à côté, mon cerveau va me rappeler que je me suis brûlé. C'est fait pour nous protéger. Or, le fait d'avoir quelque chose à rater lors d'un rapport sexuel, une panne, une érection qui ne s'est pas bien passée, une éjaculation qui n'a pas été, notre cerveau la retient comme quelque chose qui nous a stressé, puisque ça nous a fait du mal psychologiquement. Et donc, il retient que c'est une situation qu'il vaut mieux éviter ou attention, faut faire attention. Exactement comme quand on a failli avoir un accident de voiture et à chaque fois qu'on monte dans la voiture, notre cerveau va nous rappeler ça. Donc, on ne peut pas empêcher notre cerveau d'y penser. C'est quelque chose de très difficile parce que c'est instinctif et c'est fait de façon animale pour nous protéger. Comment on fait dans ces cas-là? On prend conscience dès le début que oui, je vais y penser. C'est pas, il faut que je me concentre pour pas y penser. Mais non, c'est animalement, notre cerveau va aller chercher ce souvenir. Donc, je sais que je vais y penser. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais y penser, quand je vais avoir ce souvenir dans la tête? Deux choses à faire de façon très simple. Là, je parle pas des thérapies de type méditation, hypnose, etc. C'est vraiment des choses à la portée de tout le monde. J'ai ces idées qui sont négatives dans la tête, j'ai ce souvenir qui revient ou la peur qui revient, et je sens que c'est en train de bloquer mon excitation. C'est comme ça que l'érection en fait peut retomber, et c'est comme ça que je peux devenir tellement tendu, tellement stressé que j'éjacule très vite. Qu'est-ce que je vais faire quand je sens que ces idées sont en train de venir? Ben, je vais arrêter de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire si je pense que c'était le moment où j'allais pénétrer, ou je suis en train de pénétrer, ou je me préparais à pénétrer, ben, je vais changer et je vais faire une activité sexuelle autre avec la partenaire ou le partenaire avec qui je suis, qui ne nécessite pas de pénétration. La pénétration n'est pas le clou du spectacle du rapport sexuel. Et on peut changer autant qu'on veut. Tu sais, Diane, à quel point on travaille, toi et moi, pour qu'on arrête de dire le mot préliminaire, par exemple. Eh oui. Les préliminaires, c'est un rapport sexuel complet. Et donc, si je sens que là, attention, je suis en train de rentrer en sorte de panique, etc., ben, je n'arrête pas ce que je suis en train de faire. Je fais quelque chose qui me permet de continuer le rapport sexuel, mais sans la pénétration. Deuxième technique, mentale cette fois-ci, c'est mon cerveau, lui, il va penser à ce qui ne va pas. Il est prévu pour ça, il est programmé pour ça. Moi, mon rôle, c'est de penser exprès, volontairement, à des choses qui vont bien. Et donc, mon cerveau, lui, il va dire « Ah, j'espère que ça va bien se passer, souviens-toi la dernière fois que tu as souffert de ça ». Il va avoir des idées automatiques de ce genre. Et moi, je vais venir exprès penser volontairement à quelque chose qui m'excite, à regarder quelque chose qui m'excite dans la partenaire, à faire un comportement, un acte sexuel qui m'excite, à demander une caresse qui m'excite, ou même simplement à penser à des souvenirs sexuels, à des fantasmes, à des choses comme ça. En gros, je ne vais pas simplement demander à mon cerveau d'arrêter de penser à des choses négatives, je vais mettre mon énergie à penser exprès à des choses positives. Et donc, pour donner quelque chose de très concret, j'étais tellement dans la peur, tétanisé par le fait que l'échec recommence ou que je débande ou que je sois pas à la hauteur, que j'ai arrêté tout.
L'autre possibilité, c'est j'en ai pris conscience, j'ai continué à faire l'amour autrement et je me suis mis à penser exprès à des choses positives et un peu à la fois, l'érection elle est revenue et j'ai continué l'acte. Et donc, troisième conseil, accepter l'idée que l'érection vienne et reparte pendant le rapport sexuel. Elle ne peut pas être présente pendant toute la durée de l'acte. Ok. Et est-ce que c'est une bonne technique, par exemple, de se concentrer sur des parties de l'autre qui nous Si excitent ça nous excite, ouais. Si Oui, ça nous excite, c'est-à-dire de diriger volontairement nos pensées vers quelque chose où on sait que ça nous fait du bien sur le plan sexuel. En gros, de ne pas laisser euh, le cerveau mouliner ce qu'il veut, on décide à quoi on va penser. c'est un peu hacker son propre cerveau, en fait. Oui, c'est exactement ça. Perdez pas votre énergie à l'éteindre. D'ailleurs, c'est Ah non. une des astuces que je dis. Si je me concentre à pas penser, c'est que je suis en train de penser. Je suis en train de penser à pas penser. Or, pendant le rapport sexuel, il vaut mieux être excité que de penser. Votre cerveau est beaucoup plus fort que vous, ne l'oubliez pas. Mais on est plus malin que lui. On C'est le manipule, on le manipule. Ouais. l'œuf de la poule. Ah tiens, question rapide, réponse rapide. Peut-on vivre sans pénétration? Oui. Oui. La pénétration, elle est utile pour une chose, avoir des enfants. Et encore, il y a des techniques pour avoir des enfants sans pénétration de nos jours. Oui. Donc oui, clairement oui. Oui, on peut. D'ailleurs, l'être humain est le seul être vivant qui est capable d'avoir des rapports sexuels sans pénétration. Et donc, des rapports sexuels sans pénétration, c'est des rapports sexuels qui sont très éloignés du monde animal. Et donc, pour moi, des gens qui ont des rapports sexuels sans pénétration, c'est des gens qui ont été capables d'avoir une sexualité éloignée de ce qui était prévu simplement de façon animale, et ils ont développé quelque chose de plus. Des gens qui font l'amour sans pénétration, pour moi, c'est comme des gens qui, quand ils mangent, à chaque fois, ils essayent de faire le plat de façon un peu différente et qui rajoutent un peu d'épices, qu'ils découpent de façon différente. C'est-à-dire, je vais pas prendre la pomme et la manger directement. Ça, n'importe quel animal peut le faire aussi. Tiens, je vais la couper, je vais la faire cuire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Faire l'amour sans pénétration, c'est exactement la même chose. C'est devenir hautement humain. Alors, il y a une question qui est revenue plusieurs fois et à laquelle je pense qu'on n'a jamais répondu durant les autres webinaires. Pourquoi, après un orgasme ou une éjaculation, on est ultra fatigué? Pourquoi on est terrassé, notamment les hommes, il me semble. Oui, plus les hommes que les femmes. Ouais. Et est-ce que ça peut aussi pousser à une fatigue plus générale? Alors, quand on a une décharge d'orgasme, je dis bien une décharge d'orgasme, on a en même temps, dans notre corps, en même temps que l'orgasme, on a des sécrétions hormonales brutales. C'est des sécrétions de type morphine, antidépresseur, décontracturant, anti-stress. En gros, c'est comme si on vous faisait une intraveineuse pour vous détendre. Donc, on est prévu biologiquement pour être apaisé. C'est quelque chose qui est dans la nature. Chez la femme, c'est la même chose, sauf que chez la femme, c'est des sécrétions qui viennent plus lentement, donc l'apaisement se fait progressivement et non pas de façon brutale. Et donc, c'est tout à fait logique qu'un homme sente qu'il a envie de se reposer ou de se détendre ou de fermer les yeux. D'ailleurs, beaucoup d'hommes utilisent l'éjaculation, que ce soit par masturbation ou par rapport sexuel, pour s'endormir. C'est vrai. C'est logique. En revanche, il faut distinguer ça du fait qu'on a une véritable fatigue, c'est-à-dire une sorte d'abattement après. Comment on fait la distinction? Si après une jouissance, je sens que je suis fatigué, détendu et que j'ai envie de me laisser aller, c'est normal. En revanche, je dois être capable, si il le faut, de me lever et de faire autre chose. Exemple, j'ai joui, mais tout d'un coup, on sonne à la porte une minute après, je devrais être capable de me lever, d'aller ouvrir la porte. Si je sens que ce genre de choses est quasi impossible après l'éjaculation, les personnes qui disent mais je suis vraiment abattu, ou si je sens qu'à chaque fois que j'éjacule, je suis comme triste, bizarre, j'ai joui et pour autant je suis malheureux, il y a un truc qui va pas. Là, ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle le syndrome post-éjaculation, qui est une sorte d'allergie à son propre sperme. C'est très rare, c'est hyper rare. Mais si vous sentez que vous avez des véritables symptômes d'abattement, tristesse, mal-être, fatigue, petite douleur musculaire à chaque fois que vous jouissez, c'est pas normal que ça aille jusqu'à ce point-là. En revanche, donc là, une consultation médicale est nécessaire. En revanche, que vous sentez que vous êtes juste
détendu et qu'une envie, c'est de s'endormir et pas envie qu'on vous parle ou quoi que ce soit, ou une fatigue, c'est tout à fait normal. Il faut savoir que ça ne donne jamais, jamais d'autres problèmes. L'éjaculation ne donne pas de problème de genre je suis devenu tout le temps fatigué. Ça n'arrive pas. C'est toujours sur un laps de temps, 1 heure, 2 heures, quelques heures, 24 heures. Et normalement, après, tout reprend normalement. Donc, quelqu'un qui est fatigué de façon continue, ça n'a pas de lien direct avec l'éjaculation. Ok. C'est noté. Merci beaucoup, Gilbert. Et pour finir sur cette question, il y a une personne qui demande si la masturbation fréquente diminue l'énergie dans la journée. Si on est quelqu'un de très angoissé, très anxieux, et qu'on se masturbe, on va plutôt diminuer l'anxiété. Donc, ça risque d'être utile. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut devenir dépendant à la masturbation. En revanche, quelqu'un qui se masturbe beaucoup et qui a une activité physique, il travaille dans le BTP, sportif, il risque de sentir quand même qu'il manque de l'énergie dans sa journée suite aux masturbations. Donc, ça dépend une fois de plus de la situation de chacun. Ok. Et d'ailleurs, j'en profite, pareil, réponse rapide. Pour uriner après les rapports, est-ce qu'il faut qu'on urine à chaque fois après, homme ou femme? Et d'ailleurs, pourquoi on a envie? Alors, après les rapports sexuels, c'est pas obligatoire chez l'homme d'uriner. Chez les femmes, on le conseille. Chez les femmes qui ont déjà eu des cystites, des infections urinaires après les rapports sexuels. Donc là, on va leur conseiller. C'est simplement pour que les microbes qui sont plus ou moins rentrés dans le canal urinaire repartent vers l'extérieur. Mais chez l'homme, c'est hyper rare d'avoir des infections post-rapport sexuel. Pourquoi on a envie d'uriner? Pour 2 raisons. La première, c'est que pendant le rapport sexuel, l'orifice urinaire qui est sur le gland, il a été frotté, titillé, et il y a un réflexe. Ça donne une sorte de petite irritation que le cerveau interprète comme il y a de l'urine qui doit sortir. Juste parce qu'en fait, il y a eu des sécrétions et des frottements sur l'orifice urinaire. La deuxième raison, c'est que quand on a eu un orgasme, on a eu des contractions du bas du ventre. Et donc, c'est des contractions qui peuvent parfois toucher la vessie qui se contracte aussi. S'il y a un peu de liquide dans la vessie, quand elle se contracte, elle va donner envie d'aller vider ce qu'il y a dedans. Donc, en général, d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose. C'est juste une sensation de miction, mais il n'y a pas grand-chose. Bien, merci. Alors, on a eu pas mal de questions là-dessus. Je vais essayer de synthétiser. Ça fait très longtemps, imaginons plusieurs dizaines d'années que je suis avec mon ou avec ma partenaire. On vit ensemble depuis 30 ans. Il y a eu les enfants, il y a eu la vie. Et en fait, on a perdu notre désir. Ça date pas d'hier. Ça fait des années qu'il est parti. Sauf que je voudrais le retrouver. J'aimerais le retrouver. Comment on fait pour retrouver le désir qu'on a perdu depuis des années? Alors, il faut savoir que quand dans un couple, un des deux a un problème et que l'autre, tiens, tout d'un coup, il y a plein de questions sur le fonctionnement féminin, il faudra noter, Diane, de faire un webinaire. Désolée de ne pas pouvoir répondre à tout. Mais vous m'avez donné les idées, là, les personnes qui ont posé des questions. On va faire un webinaire, la sexualité féminine expliquée par un homme pour les hommes. On va être entre nous et on va pas. Voilà. C'était quoi la question? Ah oui, comment retrouver la libido? Alors, il faut savoir déjà une petite chose, c'est un point positif qui est malheureusement pris comme négatif. Quand dans un couple, un des deux a une problématique quelconque et que l'autre n'ose plus venir vers lui ou vers elle, et que la personne qui subit un peu ça finit par éteindre sa libido. C'est toujours vécu comme quelque chose de négatif. Il faut savoir que le fait d'éteindre la libido, c'est parfois pour protéger le couple. Imaginez quelqu'un qui est dans une relation de couple, il n'y a pas de possibilité d'avoir des rapports sexuels, soit parce que l'autre n'est pas en situation, soit parce que l'autre n'a plus envie, ou parce que le couple traverse des difficultés qu'il faut résoudre, etc. Le fait de garder une libido très élevée, ça va nous amener à
soit être agressif avec l'autre, insistant, soit être frustré, soit être tenté d'aller ailleurs. Donc parfois, le fait de diminuer la libido, c'est une façon de protéger le couple. Et ça, c'est important d'en prendre conscience, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois d'abord m'assurer que mon couple va bien. Et si mon couple va bien, je peux rallumer la libido dessus. Quand je dis le couple va bien, c'est on s'entend bien, il y a des sentiments, il n'y a pas de gros conflits, il n'y a pas de grosses mésententes, il n'y a pas des rancunes qui traînent, etc. Ensuite, une fois qu'on veut le rallumer, on en parle d'abord à l'autre. Tu te souviens forcément de cette étude, Diane, où on a démontré que quand dans un couple, on veut améliorer des choses d'ordre sexuel, quand c'est l'un des deux qui est en train de chercher une stratégie seul, les résultats sont pas terribles. Alors que quand c'est les deux qui cherchent une stratégie à deux, ils disent comment on va faire, les résultats sont nettement meilleurs. Ah oui. Et donc, il vaut mieux, par exemple, si on veut rallumer la flamme, il vaut mieux ne pas bricoler dans votre coin en disant je vais faire ça, ça va faire ceci, etc. Il y a peu de chances que ça marche. Il vaut mieux dire à l'autre que vous êtes en train de le faire et dire à l'autre, moi je pensais faire ça, qu'est-ce que t'en penses toi? Ah bah moi je pensais plutôt comme ça, etc. Et même si l'autre dit bah moi j'en sais rien, écoute, je ne sais pas, je te laisse faire, et ben c'est déjà une stratégie à deux. La stratégie c'est elle me laisse faire ou il me laisse faire. Donc déjà d'en parler à l'autre. Troisième conseil hyper important, c'est d'abord de retrouver du temps de qualité à deux. Beaucoup de couples, quand on leur demande est-ce que vous passez du temps à deux, ils disent oui. Et quand on leur dit quel type de temps vous passez à deux, ben on fait les courses, on se repose, on est chacun dans un coin en train de finir la journée, on mange ensemble. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez encore des moments où vous allez vous balader juste pour le plaisir de vous balader à deux? Est-ce que vous avez encore des moments où vous regardez quelque chose à deux juste pour le plaisir de partager ça? Est-ce que vous avez des moments où, dans l'après-midi, dans la journée, vous vous installez, vous prenez un thé, un café, une bière, ce que vous voulez, un moment juste comme ça, passer du temps à deux? Ça, c'est une étape importante. Il faut jamais oublier que c'est comme ça que les couples commencent. C'est comme ça que la complicité naît. Et la quatrième chose, c'est qu'on a démontré que les couples qui ont des contacts physiques réguliers au cours de leur journée ont plus de chances de retrouver leur libido et leur vie sexuelle. Par exemple, les couples qui se tiennent la main, qui s'embrassent facilement dans la journée, même un petit bisou en passant, qui se prennent dans les bras 2 secondes par-ci par-là, qui quand ils se disent au revoir, c'est pas juste un baiser furtif, ils vont se prendre dans les bras un peu plus, qui en passant, il y en a un qui va poser la main sur l'épaule de l'autre, ou il regarde la télé à deux, ils s'endorment, mais il y a une petite caresse sur la main, par exemple. Les couples qui ont ce type de contact physique, on a des sécrétions d'ocytocine et autres hormones qui fait de sorte que la libido peut revenir plus facilement, et aussi, ça fait de sorte que le jour où on a envie, et que la petite envie, elle vient, ben on a déjà les moments à deux, on a déjà le contact physique, ça fera pas bizarre du tout de faire l'amour. Alors que si on attend de retrouver l'envie pour faire ces moments-là, ben le jour où on a envie, on se dit, ben mince, ça fait, j'ai plus l'habitude de toucher ma femme, elle a plus l'habitude de me toucher, même si j'ai envie, je vais pas y aller. Donc d'abord, on retrouve les moments à deux, on retrouve le contact physique, et le reste, en général, suit son cours. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que quand tu te déshabitues complètement, après, tu ne t'habitues pas que de la sexualité, mais de tout. Tu deviens presque communautaire. C'est ça. C'est juste une question d'habitude. Et d'ailleurs, il faut se souvenir, quand on dit j'aimerais retrouver ma libido, quand les gens me posent cette question, je pose toujours une question qui va avec, c'est pourquoi vous voulez avoir envie? C'est pas si simple. Et pourtant, c'est essentiel. Est-ce que j'ai envie de retrouver l'envie parce que je suis dans une période de ma vie où j'ai envie de profiter? J'ai envie d'avoir des sensations, j'ai envie d'avoir du plaisir. Est-ce que j'ai envie d'avoir de nouveau envie parce que j'ai peur que le partenaire ou la partenaire se lasse? C'est déjà 2 objectifs différents. Est-ce que j'ai envie d'avoir envie juste parce que Johnny l'a chanté? Tu vois, il n'y a pas que Céline Dion. Tu me l'as fait de la bouche, elle est embrayée sur Johnny. J'ai hésité quand même. Alors, en fait, il y a tellement encore de questions et si peu de temps. Moi, je vais prendre une question sur l'érection. Oui. Ça fait 1 mois que la personne qui nous a posé la question n'a plus du tout d'érection et n'a plus non plus d'érection matinale. Ah oui. Comment faire? Alors, quand on n'a plus d'érection lors des rapports et plus d'érection… Déjà, est-ce qu'il y a un problème de plus du tout avoir d'érection?
Et aussi les érections matinales. Oui. Quand on n'a plus d'érection lors des rapports sexuels depuis un mois, c'est pas forcément encore un problème. C'est qu'on traverse une période sexuelle qui est moins bonne, fatigue, mal-être, préoccupation, etc. On oublie toujours que il faut être en forme mentalement et physiquement pour faire l'amour. D'ailleurs, il y a un petit conseil, il y a beaucoup d'hommes qui disent je suis crevé, je suis contrarié, mais quand même, ça fait une semaine qu'on n'a pas fait l'amour, je vais faire l'amour quand même. Non, jamais. Si on sent que le corps, la tête ne suit pas, on se force pas à le faire parce qu'il faut le faire. Et il vaut mieux dire à la partenaire ou au partenaire, écoute, t'inquiète, si en ce moment tu sens que je suis pas emballé par le côté sexuel, t'inquiète pas, c'est juste que je traverse une mauvaise période et ça suffit largement. Quelqu'un qui fait l'amour parce qu'il faut le faire ou qui fait l'amour pour voir si l'érection est bonne, c'est comme quelqu'un qui va au restaurant pour voir s'il a faim. Ça n'a aucun sens de le faire comme ça. Donc, soit on le sent et on y va, soit on le sent pas et on n'y va pas. Mais on se force pas d'y aller. Par contre, si on n'a plus d'érection la nuit le matin. Oui, si tu n'as plus d'érection, pas que pendant que tu fais l'amour, mais plus du tout. C'est comme si le sexe était endormi. Oui. C'est ce que disent les hommes. D'ailleurs, je souris, mais je suis sûr que ceux qui ont déjà traversé ça, ils vont tout de suite comprendre. Les hommes, dans ces cas-là, ils disent, j'ai l'impression qu'il est mort. Il bouge plus, il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien. Si c'est le cas, il n'y a que deux possibilités. Soit on est dans une phase où on a un très mauvais sommeil. Un très mauvais sommeil peut être lié soit à un syndrome d'apnée de sommeil, soit à des contrariétés, grosse période d'anxiété. La dépression peut enlever ces érections la nuit matin. Donc, soit on est dans une phase où il y a des gros problèmes de sommeil. Attention, ça ne veut pas dire que vous dormez mal. Gros problème de sommeil, on peut dormir pendant 10 heures, mais pas rentrer dans les phases de sommeil réparateur. Comment savoir ça? Il suffit de se dire comment je me réveille le matin. Si j'ai dormi 7-8 heures, je me réveille et j'ai l'impression que je dormirai bien encore 2-3 heures, c'est que j'ai pas bien dormi et que j'ai pas eu des sommeils profonds paradoxaux. Si je dors bien, j'ai l'impression de bien dormir, mais j'ai des coups de barre à chaque fois dans l'après-midi, c'est que j'ai pas bien dormi. Et donc, très probablement qu'il y a une mauvaise qualité de sommeil et donc très probablement que la personne traverse une période où il y a un truc qui va pas. Grosse contrariété, gros stress, grosse perturbation, préoccupation ou ce qu'on appelle le syndrome d'apnée de sommeil. Pour le syndrome d'apnée de sommeil, il y a une façon très simple aussi de le diagnostiquer, c'est de demander au partenaire si on est en couple parce qu'on ronfle énormément. Je parle pas du petit ronflement de quelqu'un qui a bu 2 verres de trop et qui dort un peu la tête de côté. Je parle de ronflement. D'ailleurs, le terme médical, c'est ronflement sévère. En gros, personne dans la maison ne pourrait dormir, quoi, à cause des ronflements. Donc, quelqu'un qui a des gros ronflements et qui a perdu les érections de la nuit du matin, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'apnée de sommeil. S'il n'y a pas de gros ronflements, c'est qu'il y a une mauvaise qualité de sommeil, c'est qu'on est préoccupé très fortement par quelque chose ou qu'on est en phase d'épuisement mental, on a donné beaucoup d'énergie mentale et que notre tête commence un peu à lâcher. Et donc, une fois de plus, on s'occupe de soi et non pas de l'érection à ce moment-là. Toute dernière hypothèse, mais en général, c'est pas de cette façon-là que ça se présente, c'est qu'il y a un problème mécanique. Les artères sont abîmées, les nerfs sont abîmés, mais c'est rare que ça soit comme ça brutalement sur un mois, il n'y a plus rien. Quand c'est des problèmes mécaniques, artères, nerfs, hormones, c'est quelque chose qui vient lentement et les personnes disent, ça fait plusieurs mois que c'est de moins en moins, de moins en moins. Quand c'est quelque chose d'assez lourd, c'est plutôt les hypothèses que j'ai dites avant. D'accord. Assez brutal, pardon. Ouais. Alors, Conseil aliments pour les artères? On a fait une vidéo là-dessus ou pas? On a fait une vidéo, oui, sur alimentation, activité physique. Donc oui, il y a une vidéo là-dessus, oui, sur la chaîne YouTube. Je ne suis pas sûre qu'elle soit encore sortie. Je pense qu'elle va arriver très vite. En fait, là, on va sortir à peu près entre 2 et 3 vidéos par semaine. Donc, du coup, n'hésitez pas à vous connecter. Vous pouvez vous abonner à la chaîne parce qu'il y a effectivement beaucoup de vidéos qui viennent. La clochette de notification. Ça, c'est pour se moquer de moi. Parce que je ne dis pas cloche, je dis clochette, mais bon, c'est pas grave. C'est parce que je vis dans un monde féerique, c'est pour ça. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a une vidéo qui va sortir aussi à ce sujet, mais on a reçu ça de la part d'un monsieur qui dit qu'il ne ressent rien lorsqu'il fait l'amour. Donc, il arrive à avoir une érection, mais alors vraiment, durant l'acte, pas de plaisir. Pas de plaisir.
Rien. Et c'est des situations qui sont, c'est vrai qu'on en parle rarement de ces situations-là, et elles sont assez subtiles à analyser. Un homme qui n'a pas de plaisir pendant les rapports sexuels, c'est considéré comme rare. Une femme peut très bien ne pas avoir de plaisir pour une raison simple, c'est qu'elle peut faire l'amour sans avoir envie. Un homme sans avoir envie, c'est super difficile de faire l'amour sans le désir. L'érection peut être complètement bloquée. Dans ces cas-là, il faut tout d'abord s'assurer qu'il n'y a pas de traitement en cours. Par exemple, les traitements antidépresseurs peuvent donner ça. On fait l'amour, mais on n'a pas de sensation, pas de plaisir. Les traitements contre la douleur peuvent donner ça. Certains traitements contre contre les cancers, contre la tension, parfois peuvent donner ça. Donc d'abord, s'assurer quel type de traitement on prend. Ensuite, s'assurer qu'on n'a pas de problème physique localement autre, c'est-à-dire, est-ce que quand je fais pipi, je sens le pipi passer? Est-ce que quand je touche cette zone-là, je sens que je touche, ou est-ce que elle est comme anesthésiée ou comme engourdie, endormie? S'il y a des signes de type manque de sensation physique de cette zone-là, il vaut mieux consulter, c'est qu'il y a un problème neurologique, il y a des nerfs qui sont comprimés. Si on n'a rien de tout ça, c'est que c'est probablement un manque d'explosivité du plaisir. Et en général, c'est quelque chose qui n'est pas que sexuel, mais global. C'est-à-dire, souvent, c'est des hommes qui disent, c'est vrai que pendant le rapport sexuel, je n'ai pas beaucoup de plaisir, mais il y a d'autres situations. Par exemple, je vais regarder un film, tout le monde va trouver qu'il était waouh, génial, et moi, je vais dire, ouais, c'était bien, mais c'était pas non plus extraordinaire. Je vais manger un plat que j'adore et je vais dire oui, c'était bien, j'ai pas eu énormément de plaisir. C'est souvent tout le système de plaisir qui est perturbé. Et là, je conseille vivement, si c'est le cas, de consulter sexologue qui connaît ce type de problématique, parce qu'il y a des façons de travailler pour réveiller les zones en fait d'impulsion des émotions, d'impulsion du plaisir, qu'il soit sexuel ou non sexuel. Et là, par exemple, tout à l'heure, on parlait des aphrodisiaques. Là, par exemple, il y a des plantes qu'on presserie et qui peuvent réveiller un tout petit peu ces sensations. Petite remarque, c'est souvent aussi des situations où l'homme a un cerveau qui ne s'arrête pas forcément pendant l'acte sexuel. Et donc, c'est difficile d'avoir du plaisir tout en ayant un cerveau qui cogite de façon continue. Ça diminue malheureusement l'intensité du plaisir. Donc, c'est quelque chose qui, si ça s'installe et que c'est pas lié à une prise de médicaments que j'ai cité tout à l'heure, ça mérite quand même une consultation pour faire un travail de fond. Oui, c'est sûr. Et ça peut pas être une histoire de manque de sensibilité, par exemple? Si, et c'est pour ça que si c'est un manque de sensibilité, c'est qu'il y a un manque de sensibilité globale, et c'est pas normal d'avoir un manque de sensibilité. Sinon, ça donnerait, quand on a un manque de sensibilité non pathologique, non anormal, ça va donner du plaisir et tout, mais une difficulté à atteindre l'orgasme. Mais une absence de plaisir pendant l'acte sexuel, c'est que le manque de sensibilité est quelque chose d'assez important et il faut vérifier s'il n'y a pas un problème neurologique derrière. Un truc tout simple qui est connu maintenant, ce qu'on appelle les compressions du nerf pudendal. Par exemple, quelqu'un qui a chuté il y a des années, mais qui est tombé, vous voyez, les deux jambes écartées sur quelque chose, sur le vélo ou sur une barrière ou quoi, bah, ça peut donner plus tard, des années plus tard, un manque de plaisir pendant les rapports sexuels. Donc, il y a des petites choses à vérifier de ce type-là. Des années plus tard, c'est dingue. Oui, parce qu'il y a la compression qui peut venir progressivement et l'inflammation peut s'installer et la compression devient significative avec le temps. D'accord. Je suis en train de demander, d'écrire un petit mot pour envoyer le lien, parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous demandent pour faire une consultation en sexologie. Oui, et j'en profite pour répondre. Beaucoup de personnes ont aussi posé la question sur les médicaments à visée érectile, tadalafil, sildenafil, vardenafil, tous ces, c'est-à-dire Viagra, Cialis, Levitra, Spedra, etc. Tous ces médicaments. J'ai fait une vidéo et il y a déjà une vidéo qui est sur la chaîne sur comment ça marche ces médicaments, est-ce qu'ils sont dangereux ou pas, quels sont les effets secondaires et est-ce qu'on peut les utiliser de façon prolongée, est-ce qu'il y a une dépendance. Toutes ces informations sont clairement mises dans des vidéos qui remontent maintenant à une petite année déjà sur la chaîne YouTube et c'est hyper détaillé, sans détour comme on est en train de parler là. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand c'est utilisé de façon, quand c'est prescrit par des médecins qui savent les prescrire, il n'y a pas de danger. On a dépassé les 200 millions d'hommes qui en ont déjà pris. Donc, on a une base de données et de sécurité importante.
Et pour la petite boutade, c'est une information scientifique de très haut niveau, mais qui fait sourire. Non seulement on sait qu'ils ne sont pas dangereux, mais on sait qu'ils peuvent protéger contre des formes graves de Covid. Figurez-vous que dans certains cas, quand il y a quelqu'un qui a… Oui, c'est récent. Quand une personne a le Covid, le fait de lui donner des médicaments de type Viagra et dérivés, Cialis et autres, en fait, on va dilater les artères du poumon et on va éviter que le Covid bouche les artères du poumon. Donc, si quelqu'un prend ce type de médicament, c'est pas la période où il faut l'arrêter, il faut le continuer maintenant. Arrête, il va y avoir des stocks de… Non, c'est utilisé uniquement dans les services de réanimation. Et pour les personnes qui ne le savent pas, le Viagra est prescrit et le Cialis sont prescrits depuis plus de 12 ans dans les services de réanimation néonatale chez des enfants nés prématurés qui ont des malformations cardio-pulmonaires. Donc, c'est des médicaments qui sont plutôt protecteurs à dose forte. En tout cas, il n'y a pas de danger. Tant que c'est selon les règles médicales, on est tranquille des années. Okay. D'où l'intérêt de ne pas les acheter sur des sites. On ne sait pas est-ce que ça relève de mon cas, comment le prendre, etc. Et l'intérêt d'avoir une prescription médicale où je suis sûr qu'en utilisant le traitement, je suis en sécurité totale. Très bien. Alors écoute, Gilbert, ce webinaire arrive à sa fin. Il va falloir qu'on en fasse quelques-uns pour répondre à toutes ces questions. Il y a la question parfaite, du coup, pour finaliser. Pour clôturer. C'est la visualisation, enfin, l'exposition abusive d'écran ont-ils un impact, bon, là c'est sur l'érection, mais du coup on va dire sur la sexualité. Et comme ça, une fois qu'on aura répondu à la question, il va falloir que tout le monde quitte son écran. Sexualité. C'est ça. La visualisation des écrans peut avoir un impact, pas les webinaires qu'on fait, mais elle peut avoir un impact. En fait, c'est la visualisation de façon addictive qui pose problème. Et c'est quoi addictif? C'est si je ne l'ai pas, je ne suis pas bien. Et dès que j'ai le moindre vide dans ma vie, hop, je vais regarder les écrans. En général, c'est des smartphones maintenant, tablettes, un peu les ordi. Donc, le fait de visualiser en soi, c'est pas quelque chose qui pose problème. C'est plutôt le fait que c'est devenu addictif. Et pourquoi ça devient addictif pourquoi le fait d'être addictif pose problème pour la sexualité? Parce que ça veut dire qu'on est en train de fonctionner de façon où les idées peuvent devenir obsédantes. Et donc, on n'a plus de place pour la légèreté dans ces cas-là. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de regarder tout le temps les écrans, c'est quelque chose qui est plus fort que vous. Si vous ressentez que quand on vous empêche, exemple, vous êtes sur votre smartphone et puis quelqu'un vous le prend, vous dit hey, pendant une demi-heure, tu regardes pas, et ça vous agace, ça vous énerve, vous sentez que ça va pas aller si vous ne l'avez pas, c'est-à-dire vous ne pouvez plus vous en passer, c'est qu'on est rentré dans un fonctionnement addictif. Or, tout type d'addiction peut perturber notre sexualité. L'addiction aux écrans, l'addiction à l'alcool, l'addiction au tabac, l'addiction à des produits stupéfiants, l'addiction au sport parfois peut perturber la sexualité. Donc oui, quand on sent qu'on est en train de devenir addict, c'est le moment de freiner et de dire il faut que je fasse l'effort. Je sais que mon cerveau va me dire va chercher le smartphone et il faut que j'essaye de faire autrement. Attention, la meilleure façon de sortir de ce type d'addiction, ce n'est pas de se mettre en face de l'écran et de dire je vais résister, je vais résister, je vais résister. C'est super dur. C'est comme mettre quelqu'un qui a faim face à un gâteau qu'il adore et lui dire tu résistes, tu résistes, tu résistes. La meilleure façon de résister, de sortir des addictions, c'est plutôt de s'occuper et de se dire le soir, je ne vais pas rester à regarder comme ça. Par contre, j'invente autre chose à faire. Je vais voir du monde. J'appelle quelqu'un, je me fais une activité, je fais du sport, je vais m'amuser à faire à manger, des choses comme ça. Donc, on remplace par autre chose parce que c'est super difficile d'arrêter l'addiction aux écrans et de la remplacer par rien du tout. On va sentir qu'il y a un gros vide. Donc là, après, ça sera s'occuper et pas forcément regarder les écrans. Et est-ce que au final, tu sais, parce que depuis quelques années maintenant, quand on scrolle, il y a un scroll infini. D'ailleurs, l'inventeur du scroll infini s'est excusé auprès de la planète entière d'avoir fait cette invention folle. Est-ce que le scroller tout le temps, de perdre du coup de l'attention, de la concentration, de la mémoire,
j'imagine que ça peut jouer aussi. Oui, et ça joue sur autre chose. Il y a le scroll et il y a le fait que maintenant, toutes les vidéos qu'on regarde, qui ne sont pas en direct, on peut choisir les zones qu'on regarde. On peut zapper, avancer. Et ça pose problème, le fait de scroller. Pourquoi? Parce que dans notre vie quotidienne, c'est impossible à faire. Oui. Or, on est en train d'entraîner notre cerveau que je peux passer d'une chose à l'autre très vite. Exemple, je suis en train de regarder, je regarde des choses, je tombe sur une vidéo, ça m'ennuie, je passe à autre chose. Je peux pas le faire face à des gens. Oui, c'est vrai. Et pourtant, notre cerveau va s'habituer à scroller comme ça. Et donc, on va être face à quelqu'un et on va être comme pressé de partir et la personne va le sentir. Autre chose sur le plan sexuel, si je regarde des vidéos et que je veux scroller ou avancer ou retarder, je vais aller directement à ce qui m'intéresse. Et donc, mon cerveau n'est plus habitué à gérer ce qui ne m'intéresse pas, à gérer les petits moments de vide, à gérer les petits moments où il n'y a pas des choses immédiatement intéressantes pour moi. Résultat, pendant les rapports sexuels, si je n'ai pas que des choses hyper excitantes pour moi, ben, ça va pas aller. Encore et donc, plus. les moments où je suis en train de m'occuper de l'autre, ça risque de pas aller. Les moments où il y a un petit flottement, on change de position, on s'embrasse un peu, eh ben, ça va pas aller. Simplement parce qu'on a habitué notre cerveau à cliquer, à aller directement à ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse pas, on jarte. Donc, c'est bien de le faire pour aller vite, mais il ne faut pas oublier que dans notre vie humaine quotidienne, c'est impossible de zapper les autres. Si je suis en train de parler avec mon partenaire ou ma partenaire, si ce qu'elle dit ou ce qu'il dit ne m'intéresse pas, je peux pas scroller. Or, mon cerveau va me dire scroll, scroll, scroll. Et donc, je vais être là et la personne en face va remarquer que je suis pas là et ça va créer une sorte de mal-être et de bizarrerie. Et dans la relation sexuelle, ça va faire la même chose. Donc, c'est vraiment les habitudes qu'on a qui s'installent comme ça mentalement qui peuvent être gênantes. Ouais. Puis en plus, je pense qu'on est tous un petit peu accros à nos téléphones, hein, malheureusement. Tous. Et je vous l'accorde, c'est quelque chose qui est addictif. C'est instinctivement addictif. Et donc, c'est fait pour. C'est fait pour. Et donc, ça doit. En plus, il y a de plus en plus de choses qui se passent dessus. Même les téléconsultations peuvent se faire sur les smartphones. Donc, il faut avoir le réflexe de dire, oh là, ça fait plusieurs soirs où j'ai passé plusieurs heures dessus. Là, ce soir, je mets de côté. Attention, quand je mets de côté, je me mets pas devant le mur et j'attends. Non, je m'occupe, je m'occupe, je m'occupe. Sinon, mon cerveau, il va me dire, va le rechercher, c'était bien. Eh oui. Et c'est tout à fait logique. Eh bien, on est mal barré. Mais non, ça va aller. Le temps d'attention était passé en dessous de celui du poisson rouge. Oui. C'est vrai que pour l'attention, alors, il paraît que les nouvelles générations ont beaucoup plus de l'habilité d'attention, ils sont moins concentrés, moins vigilants. Et je pense que ça peut poser problème. Mais je pense aussi que grâce aussi à toutes ces techniques, ils ont développé d'autres aptitudes mentales que nous, on n'avait pas. Bien sûr. Et que les anciennes générations n'avaient pas. Mais c'est quand même pas pour rien que la génération qui utilise énormément les smartphones, donc les moins de 30 ans par exemple aujourd'hui, il y a 2 fois plus de problèmes sexuels que chez les moins de 30 ans il y a 40-50 ans. À mon avis, c'est pas un hasard. Il y a plusieurs facteurs, bien sûr. Il y a le stress de la vie quotidienne, la mise sous pression, etc. Mais à mon avis, ça doit jouer un rôle quand même. Et il y a aussi un recul de la fréquence des rapports, il me semble. Si oui, diminution de la fréquence des rapports et plus de problèmes de libido, d'érection, plus de problèmes sexuels de façon générale. D'accord. Et bien du coup, quand on va éteindre, tout le monde met son mode avion. Tout le monde de dos. Mode avion tranquillement. Et puis, on garde ça en tête. On plante la petite graine. On garde ça en tête pour les mois à venir. Moi, je vais remercier tout le monde de nous avoir suivis. Et on va organiser d'autres webinaires de façon régulière sur d'autres thèmes. Vous nous avez donné plusieurs idées de thèmes déjà ce soir avec vos questions et on le fera. On le fera. Merci à tout le monde. Toutes vos questions étaient très pertinentes. On est vraiment désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions qu'on a reçues, mais on a reçu plusieurs centaines. Donc, mais en tout cas, la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Merci à tous pour tous vos messages que je vois passer. Merci à tous vos messages et n'hésitez pas à nous suivre pour qu'on puisse aussi répondre à vos questions sur Instagram. Donc, Instagram, c'est @charles.co. YouTube, c'est la même chose, c'est charles.co. Le site s'appelle
charles.co, je vous le donne en 1000. Et là-dessus, vous pouvez consulter et également aller sur le blog pour voir les réponses à toutes vos questions. On a écrit plusieurs centaines d'articles. Et oui, on va parler des femmes fontaines. On va parler des femmes. On fera un spécial pour parler des femmes. Promis, on en parlera parce qu'on a eu plusieurs demandes là-dessus. Promis, on parlera des femmes fontaines la prochaine fois. Et de tout le reste. Une très bonne soirée en tout cas. Bonne soirée Gilbert. Bonne soirée tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Au revoir.